Bonjour, bienvenue dans Parole d'experts. Comment optimiser au maximum la consommation d'énergie des organisations et comment réussir au mieux sa transition énergétique. La France continue sa transition depuis quelques années et souhaite réduire d'un tiers ses consommations et porter à plus de 30% l'utilisation d'énergie renouvelable sur le territoire d'ici à 2030. Cet objectif est-il réalisable et comment s'y prendre? Pour en parler, je suis en compagnie de Benoît Pipe, directeur France d'Helexia. Bonjour Benoît. Bonjour Justine. Et en compagnie de Marine Lavogé, ingénieure en stratégie énergétique chez Helexia. Bonjour Marine. Bonjour. Helexia est une société spécialisée sur les questions de transition énergétique. Alors, avant de parler de transition énergétique, je me tourne vers vous en votre qualité de directeur France. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise en quelques mots? Eh bien, avec plaisir. Donc, Helexia a été fondée en 2010. C'est un véritable moteur de la transition énergétique. Notre mission, elle est de co-construire les modèles énergétiques gagnants pour la planète et pour les entreprises. Donc en fait, on propose un accompagnement 360 pour tout type d'organisation, que ce soit des entreprises, des établissements publics, des associations, quel que soit leur niveau de maturité sur cette transition. On commence par un niveau stratégique avec une expertise qui va mêler les bâtiments, les activités, les usages, définir un schéma directeur énergétique qui pourrait être couplé à un plan pluriannuel d'investissement. Dans un second temps, comment on déploie ce tel programme, lui donner vie au travers d'actions qui peuvent être court terme, moyen terme et long terme, comme de l'efficacité énergétique ou de la production décarbonée d'énergie. Et puis enfin, c'est l'amélioration continue grâce à la collecte, le suivi et l'analyse des consommations. Donc ça, c'est l'energy management qui est complètement en phase avec l'ISO 50001. Donc pour donner quelques chiffres, depuis 2010, on a accompagné nos clients sur un peu plus de 300 projets. On a investi à leur côté plus de 150 millions d'euros sur des projets d'économie d'énergie ou de production locale. L'ensemble des actions que l'on mène équivaut à effacer la consommation d'une ville de 240 000 habitants. Pour imaginer, c'est une ville comme Bordeaux ou comme Lille. En moyenne, depuis notre création, on fait 30% de croissance par an. L'année dernière, on a réussi à doubler l'activité. Et ce qui se passe aussi, c'est que vis-à-vis de notre expertise et notre positionnement sur le marché, on est un des seuls acteurs à ne dépendre ni d'une technologie, ni d'un producteur traditionnel, classique ou fossile d'énergie. Donc, tout ce que l'on va mettre en place, c'est un travail en indépendance avec un seul objectif, proposer ce qu'il y a de mieux et de plus adapté à notre client. Et quel constat on pourrait faire aujourd'hui au sujet de la consommation électrique? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça représente? Alors, avant de rentrer dans les chiffres, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une lancée de réduction de la consommation énergétique des bâtiments. On le voit au travers de la réglementation ou de ce qui se passe d'une manière générale. On cherche à avoir des bâtiments qui consomment de moins en moins et des bâtiments qui vont aussi produire une énergie locale de plus en plus. Ça se fait au travers de la loi biodiversité, par exemple, au niveau du décret tertiaire. Très bien, Marine, je vous écoute. C'est vrai que pour les entreprises aujourd'hui, l'empreinte carbone et toutes les consommations énergétiques qui ont lieu représentent une vraie empreinte carbone et un vrai poids environnemental pour le monde de demain. Donc il faut absolument travailler là-dessus aujourd'hui. Au-delà de ça, ça représente aussi des charges d'exploitation qui sont très fortes pour les entreprises. Donc c'est important d'aller agir sur ce plan-là aussi pour gagner en compétitivité et vraiment transformer la compétitivité de demain et s'inscrire dans un nouveau monde et dans ce nouveau monde qui est complètement en changement autour de ces questions-là. Je me retourne vers vous, Benoît, encore. C'est quoi la nécessité aujourd'hui pour les entreprises de se faire accompagner dans cette transition énergétique? Alors aujourd'hui, chez la majorité de nos clients, l'énergie, c'est le deuxième poste de dépense après les salaires, mais c'est souvent en bas de tableau des priorités. C'est un vrai levier de croissance, de marge et d'image, mais avant tout, la transition énergétique, c'est un programme avec des jalons. Donc il faut passer le cap de l'engagement, définir une stratégie qui soit raisonnable et raisonnée avec des objectifs concrets pour pouvoir définir un cap en tenant compte des besoins internes à l'entreprise et externes, de ses actifs, des évolutions de son activité, des normes et des réglementations. Posons un diagnostic, passons à l'action, mettons en œuvre les projets. Donc des fois, ça peut être très simple. Des fois, il faut mobiliser des ressources humaines, techniques ou financières dont on ne dispose pas forcément, surtout sur les projets qui vont nécessiter des investissements assez importants. Ça va dépendre quoi? De la taille du bâtiment, de l'entreprise? Qu'est-ce qui va rentrer en compte? Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte. Effectivement, il y a le niveau de maturité de l'organisation. Il y a aussi est-ce qu'elle a un process? Est-ce qu'elle a plusieurs bâtiments? Est-ce qu'elle a un portefeuille d'actifs à gérer? Donc en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce qui est aussi important, c'est de pouvoir évaluer les résultats. Comment on suit les actions? Comment est-ce qu'on les améliore? Et donc,
Commencer par les actions les plus simples, le plus petit pas possible pour pouvoir réduire son impact énergétique et puis aller de plus en plus loin dans ces actions. Donc il y a 3 grands freins principalement chez nos clients qui les bloquent dans cette démarche. Le premier, c'est le manque de ressources humaines, trouver qui va pouvoir porter ce projet et le faire vivre au sein de l'entreprise. Le deuxième, c'est ai-je la compétence disponible au sein de mon organisation ? Ce n'est pas toujours évident. L'énergie, c'est quelque chose de complexe qui a différents domaines. Est-ce que je vais bien retrouver les bonnes personnes au bon endroit pour pouvoir aussi apporter cette expertise et mettre en place les bonnes actions. Et le troisième point, c'est la capacité d'investissement. Aujourd'hui, dans un quotidien où je vais plutôt chercher à valoriser mes ventes, faire avancer mes process, mes actifs, mes produits, ai-je la capacité à investir sur mon bâtiment, sur des actions d'efficacité énergétique. Donc, ce que je dirais par rapport à ça, c'est se faire accompagner, c'est se donner plus de chances pour aller plus vite et maximiser le retour sur investissement sur ces actions. Voilà, c'est ça, éviter d'investir. Exactement. Et Marine, justement, concrètement, sur le terrain, comment ça se matérialise ? C'est tout un programme à mettre en place parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire. Le tout, aujourd'hui, c'est de réussir à changer sa manière de consommer, mais avec des limites budgétaires qui sont existantes. Donc, comme le disait Benoît, il y a toute une complexité là-dedans à allier les deux et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Donc, déployer tout ce programme-là, ça demande énormément de mobilisation, que ce soit technique, financière, contractuelle. Il faut réussir à mettre tout ça en action pour pouvoir réussir à concrètement rentrer dans cette transition. Donc, ça s'engage, ça se met en place d'abord par un engagement fort qui doit être porté par les entreprises. Cet engagement fort, il peut se faire à travers un schéma directeur immobilier donc qui permet vraiment de définir la stratégie et surtout de la communiquer et d'être tous en ligne avec cette façon de faire. Ça va être quelque chose d'important et ça va se matérialiser par une politique énergétique qui est claire. Et nous, on accompagne les clients vraiment là-dedans. Oui, il y a un engagement à faire politique et autres, mais l'enjeu aussi, c'est de bien connaître ces bâtiments, c'est de bien connaître. Donc, de poser un peu une photographie de la consommation énergétique, de bien savoir où on en est dans sa maturité, de relever les potentiels d'économie d'énergie. Donc ça va être important de bien savoir où on en est pour savoir là où on peut aller finalement. Donc il y a vraiment une étude en amont. Il y a une étude en amont et après, il y a toute une stratégie de mise en action. Et ça, ce qui structure vraiment ça, c'est le plan pluriannuel d'investissement qui aura été mis en place, qui va permettre de vraiment échelonner dans le temps les investissements à faire, que ce soit des investissements faibles ou des investissements plus importants. Et le tout, ça va être derrière de clarifier cet horizon-là, de le suivre et de mettre en place tout ça à travers les années avec des entreprises comme nous qui pouvons accompagner sur toute la chaîne finalement. Et il y a aussi la question des systèmes de production de chaleur et de froid dans les entreprises qui sont une grande source d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de ça, de quoi parle-t-on ? Alors en fait, les systèmes de production de chaleur et de froid, c'est des postes qui sont très très énergivores dans les entreprises, particulièrement dans les industries et dans les actifs tertiaires aussi commerciaux qu'on accompagne. Le poste du froid, quand on parle du poste du froid, on parle des meubles frigorifiques sur les surfaces de vente par exemple. Donc c'est des postes qui sont extrêmement importants. La gestion de ces pans-là, il s'agit vraiment d'une part, maîtriser les consommations de ces actifs. Donc, il va s'agir de vraiment traiter soit au jour le jour les dérives énergétiques et aller gratter les consommations d'énergie qu'on peut au jour le jour, donc quotidiennement avec l'énergie management. Il s'agit aussi de mettre en place des programmes de remplacement plus importants et notamment sur des actifs qui sont vétustes et qui ont besoin d'être remplacés. C'est remettre à niveau un peu ? C'est remettre à niveau, exactement. Les bâtiments, c'est des êtres humains, ça vit, ça vieillit. Il y a des actifs qui se déprécient très vite, d'autres moins, en fonction des maintenances qui sont mises en place. Le tout, c'est de réussir vraiment à bien connaître, bien mesurer. Déjà, ça, c'est le nerf de la guerre. On mesure correctement. À partir de ça, on établit des programmes d'action et derrière, on met en place des programmes de remplacement pour essayer de rationaliser vraiment l'investissement à long terme, de ne pas remplacer quelque chose qui n'a pas besoin d'être forcément remplacé aujourd'hui. Donc vraiment être dans cet équilibre financier et d'aller chercher au jour le jour cette optimisation énergétique qui va permettre d'aller toujours un peu plus loin. Et Benoît, quelles sont les actions menées par Helexia pour accompagner les entreprises pour réduire leur empreinte carbone et financière ? Alors, il y en a plusieurs. C'est vrai que par rapport à ce que vient de dire Marine, aujourd'hui, une entreprise, il y a des changements vis-à-vis des directives, par exemple, sur tout ce qui est le froid et les utilisations des gaz à effet de serre dedans ou autre.
on pourrait se dire, en fait, le plus simple, c'est de tout remplacer. Mais ce n'est pas forcément la bonne logique, puisque c'est un investissement qui est lourd, qui est conséquent. Est-ce qu'il va bien vivre avec le bâtiment? Donc, la première chose de l'accompagnement Helexia, c'est d'aider à se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout remplacer? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas juste une partie que je peux remettre à niveau, limiter mon investissement et puis me donner aussi la chance de pouvoir faire vivre ce process avec la durée de vie de mon actif? Donc ça, c'est les différentes choses qu'on peut apporter sur le premier. Après, il y a tout cet aspect de mise en œuvre. Est-ce que cette technologie est la bonne? Est-ce que vis-à-vis du besoin que j'ai aujourd'hui, mais en le projetant à quelques années, puisqu'il va y avoir des évolutions réglementaires, mais il va y avoir aussi des évolutions sur mon marché, sur les demandes de mes clients, est-ce que j'ai ce recul et cette expertise nécessaire pour pouvoir me projeter dedans et faire les bons choix technologiques aujourd'hui pour que mon investissement qui est au juste prix aujourd'hui ne devienne pas trop cher demain en coût d'exploitation? Mais ça, on peut l'anticiper, par exemple, la réglementation, c'est quelque chose qui Alors, est... il y a des directives aujourd'hui qui sont très claires, qui permettent de se projeter sur des années. Donc ça, sur des remplacements qui doivent arriver effectivement aujourd'hui, la question c'est quelle solution je mets en œuvre. En fait, c'est toujours repartir de mon besoin, mon marché, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que je l'anticipe au mieux pour pouvoir mettre en place les bonnes actions et chercher, maximiser en fait mon retour sur investissement. Mais les énergies renouvelables, est-ce que c'est aussi efficace que les énergies fossiles? Parce que typiquement pour le photovoltaïque, s'il n'y a pas de soleil... Là, depuis le début du mois, il n'y a pas de soleil, on fait comment? Alors, effectivement, c'est une des grandes questions des gens sur l'activité, sur la production d'énergie solaire. Alors, oui, c'est vrai, effectivement, on produit moins quand il y a moins de soleil. C'est un fait. Ceci dit, l'avantage d'une production locale décarbonée, c'est de venir apporter un complément par rapport aux besoins du réseau. Donc, en fait, on ne va pas chercher à remplacer 100% de mon approvisionnement énergétique. Mais c'est le mix énergétique qui va faire cette valeur avec, d'une part, une centrale photovoltaïque, par exemple, en autoconsommation sur la toiture ou sur le parking de mon bâtiment, qui va me permettre de venir réduire de 30 à 50% de mon besoin énergétique annuel. Et je vais toujours avoir besoin du réseau à une moindre mesure pour pouvoir le faire. Donc c'est ça qui est important, c'est de se dire que c'est cette interdépendance entre les différentes sources d'énergie qui vont me permettre de réduire le besoin sur le réseau et donc d'optimiser la facture carbone, on va dire, de la France d'une manière générale. Un autre point qui est important, c'est qu'on peut aussi coupler les technologies. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc d'abord, avant de se lancer dans une démarche de production d'énergie, qu'est-ce que je peux effacer chez moi en termes de consommation pour pouvoir limiter mon besoin énergétique? Une fois que j'ai limité mon besoin énergétique, est-ce que je peux optimiser ma consommation? Aujourd'hui, on parle beaucoup du stockage. Donc, le stockage, effectivement, c'est une technologie qui arrive, qui est encore assez chère à mettre en place dans un pays comme la France où l'énergie est bon marché et qui a aussi la chance de disposer d'un réseau électrique qui est une super batterie parce qu'elle permet aux voisins de prendre l'énergie dont on n'a pas besoin au moment où on produit plus que notre besoin. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des choses qui se font très bien. On parlait du froid juste avant. Optimiser et coupler l'intelligence de mes groupes froids avec ma production solaire, c'est au moment où je vais avoir plus de soleil que ma consommation, c'est en fait me servir du froid comme un relais de stockage qui va être intelligent, puisque en fait je vais pas réinventer une nouvelle technologie, donc utiliser un matériel dont j'aurais pas forcément besoin, mais je vais optimiser tout ce que j'ai sur site avec un peu d'intelligence pour pouvoir maximiser ma consommation et donc optimiser au maximum mon retour sur investissement. Marine, pour compléter. Alors ça, d'un point de vue opérationnel, chez nous, ça se manifeste par le fait qu'on n'a pas vraiment de silos, de secteurs de compétences particuliers. C'est très facile chez nous de travailler entre un auditeur, un chargé de projet qui est plus spécifiquement tourné sur l'efficacité énergétique, une autre personne qui travaille plus sur la mise en production de nouvelles énergies. Il s'agit vraiment de travailler sur tous ces pans-là. On connaît tous le fameux scénario négawatt qui prône d'abord la sobriété énergétique, ensuite l'efficacité énergétique et ensuite la production ou le changement du mix énergétique. Nous, on travaille de front sur tous ces champs-là, réellement. On travaille à la fois sur des aspects de travaux jour le jour, un peu quotidiens, qui permettent vraiment d'aller chercher en faisant des mesures très particulières, en supervisant l'énergie, d'aller regarder les dérives et de pouvoir mettre en place des alertes qui vont signaler qu'on a un problème et ça va permettre d'intervenir très rapidement. On travaille avec les chargés de projet sur l'efficacité énergétique et tous les remplacements de systèmes qu'il peut y avoir à faire sur un grand parc immobilier. C'est d'autant plus pertinent d'être accompagné quand on a des grands parcs immobiliers très diffus à l'échelle de la France, de centraliser la donnée et d'être capable après d'avoir un suivi de projet qui est partagé, combiné et centralisé. Ça permet vraiment de faire aussi des économies qui sont très importantes. Et nous,
on le voit au jour le jour avec nos clients que ça aide énormément d'avoir cette vision centralisée. C'est les retours qui vous donnent ? C'est les retours qu'ils nous donnent parce qu'il y a, on travaille notamment avec des grands acteurs du tertiaire commercial avec qui on travaille à la fois sur ces aspects de maintenance. Donc on fait des supervisions énergétiques au jour le jour sur leur groupe froid. Et on est capable de vraiment superviser toute la maintenance, mettre en place toutes les gammes de maintenance préventive, curative sur le parc et d'être capable de travailler sur les dérives et de travailler avec les frigoristes pour maîtriser tout ce parc. Ça, c'est vraiment un pan. De l'autre côté, on a un autre chargé de projet qui travaille vraiment sur le remplacement des systèmes vétustes. Ils se couplent tous les deux sans problème et ce sont des actifs sur lesquels on travaille aussi en production d'énergie renouvelable. Donc là, on arrive vraiment à mettre en place des projets globaux qui sont super intéressants et qui nous motivent tous au jour le jour. Donc des synergies en fait avec les différentes énergies au final, c'est ça ? Complètement. On ne peut pas dire que l'énergie solaire est l'énergie qu'il faut déployer à 100% demain, mais par contre, le mix énergétique qu'on va pouvoir mettre en place avec peut-être une chaudière efficace, même au gaz, ou à des systèmes électriques, etc., de trouver les bons couplages énergétiques et surtout de les adapter aussi en fonction des inflations qu'on peut avoir sur les prix de l'énergie, de garder cette capacité à évoluer, à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier finalement. Ça permet d'être intelligent et puis d'être un peu résilient dans le monde qui évolue super vite. On parle très peu aussi de la transition numérique et puis de toute la digitalisation des données énergétiques qui sont à mettre en place à travers ça. Il y a des systèmes de pilotage aussi énergétiques qui permettent vraiment aujourd'hui d'aller toujours plus loin. Tout ça fait qu'on a des projets qui sont très multidisciplinaires et sur lesquels il faut intervenir aujourd'hui avec tout un panel de compétences. Je parlais en introduction de 30% d'objectifs en France pour 2030 d'utilisation d'énergie renouvelable. En 2020, l'objectif était à 23%, il n'a pas été atteint. Est-ce qu'en 2030, il sera réalisable ? Alors, c'est ambitieux, effectivement. Ça demande une forte mobilisation des moyens techniques, ça c'est clair. Au-delà des actions de bon sens, il faut aller plus loin. Ça demande aussi une mobilisation financière. Alors financière de la part des entreprises, mais il y a énormément de gisements. Ça ne dépend pas que des entreprises. Ça ne dépend pas que des entreprises. En plus, il y a des gisements aujourd'hui de financement qui sont très importants avec les plans de relance qui ont été mis en place au niveau européen et au niveau français. On a aujourd'hui des capacités de financer et de subventionner de nombreuses actions. Nous, on agit chez des clients chez qui on arrive à faire des opérations blanches, ce qu'on appelle donc des opérations sur lesquelles, grâce aux investissements et aux subventions qui ont été mis en place, et notamment aux certificats d'économie d'énergie, on arrive vraiment à rentabiliser la démarche et à avoir un retour sur un investissement qui est très rapide. Donc il faut que les entreprises jouent le jeu au final de cette aide. Il faut qu'elles jouent le jeu et qu'elles n'aient pas peur, pas l'appréhension technique de se lancer en fait. Une fois que l'engagement est là, même si l'accompagnement est partiel de notre part ou s'il est complet, nous, on est capable de vraiment diriger sur des stratégies très rationnelles et qui leur permettent, in fine, de vraiment gagner. On veut être un investissement pour l'entreprise. On ne veut pas être un poids complémentaire de prestations. Et justement, quel est le conseil que vous donneriez à ces entreprises pour réussir au mieux cette transition ? On se fait accompagner, comme vous le disiez, on joue le jeu du plan de relance. Alors, peut-être que la première chose, ça va être vraiment de définir son engagement, de vraiment définir la politique énergétique dans laquelle on veut rentrer. Et ce qui est très structurant là-dedans, c'est de mettre en place son plan pluriannuel d'investissement. Donc une première photographie qui permet vraiment de mettre en place toutes les actions nécessaires, de les échelonner dans le temps. Ça sérénise les budgets, ça sérénise les compétences techniques qu'on doit mobiliser. Donc nous, on accompagne de nombreux clients qui sont des clients à envergure internationale là-dessus, parce que plus le parc est diffus et plus ça a son importance. Et derrière, on va pouvoir lancer les choses. Mais ce premier pas permet vraiment de clarifier et de séréniser toute la démarche. Très bien. Et donc Benoît, votre conseil à ces entreprises ? Moi, ce que je dirais, c'est de se faire accompagner par un professionnel du secteur. Donc c'est permettre de bénéficier d'une expertise qui va permettre de se poser les bonnes questions, de se projeter dans une trajectoire énergétique qui va être pleine de bon sens pour ses actifs, son activité, ses produits,
puis ses services. Et puis, c'est surtout prioriser les actions de manière pragmatique pour bénéficier de retours sur investissement rapides. Ce qui nous tient à cœur chez Lexia, c'est vraiment de pouvoir donner à chaque entreprise le moyen de faire sa part dans cette transition énergétique. Donc il faut se faire accompagner. C'est ça aujourd'hui le grand conseil qu'il faudra retenir. Exactement. Ça aide. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup Benoît pour vos réponses. Si vous souhaitez en savoir plus sur Helexia, je vous donne le site internet www.helexia.green ou sur leur réseau social LinkedIn Helexia. À très bientôt pour de nouvelles paroles d'experts.